Merci beaucoup de cette invitation. Je suis désolée de ne pas avoir pu arriver plus tôt et du coup j'ai un peu manqué les ateliers. J'ai quand même eu le temps de faire un petit tour dans ma boîte. Enfin, c'est vraiment très très rapide et je ne prétends pas faire une communication in situ. Mais je dirais que c'est une des premières formes de participation dans la lecture de la participation. Le fait de rendre visite au lieu, en quelque sorte. De s'en imprégner le plus possible, de comprendre, de se poser des questions, de lui poser des questions. C'est quelque chose que j'ai essayé d'expérimenter et qui est peut-être au centre même de la participation. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on arrive et qu'on est disponible, on peut justement se rendre sensible à toutes sortes d'impressions et de sensations, mais aussi en même temps à se rendre perméable à tout ce qui va faire bouger en quelque sorte ce qu'on sait déjà voir, ce qu'on sait déjà percevoir. Juste en vrac comme ça, mais c'est pas du tout c'est très personnel. Les impressions sont très personnelles, elles ne sont pas celles d'un artiste, mais d'un philosophe. J'étais tout de suite frappée par le paysage. Bon, évidemment, l'odeur, elle est quand même là. Les vaches dans les champs, les pâturages, le maroilles. Je pensais qu'on serait au Quai Noir, mais bon, finalement, il y a un maroilles. Et le fait que c'est une abbaye, le fait que finalement il y a quelque chose qui tourne autour du lait et de la viande ici, enfin on y est très vite sensible je trouve, et que le lait et la viande c'est la vie et la mort, et voilà, après on peut partir dans une œuvre, quelle qu'elle soit, une communication, une digression, mais personnellement, voilà, c'est à ça que je serais sensible. Si j'avais une œuvre à faire ici, je démarrais là-dessus, ça veut pas dire que je tout ça va, en tout cas je démarrais sur le fait qu'il y a du lait et de la viande, et donc il y a de la vie et il y a de la mort. Voilà, enfin, qu'on est ici dans une espèce de dichotomie, d'ambivalence un peu directe, un peu fondamentale, et que l'abbaye, ça représente ça aussi. C'est la vie et la mort, il y a le jardin, mais en même temps il y a le cimetière, voilà. Donc c'est pour dire que je ne veux pas ici réfléchir sur le in situ, mais il me semble que participer signifie d'abord avoir des égards pour ce qui nous entoure, d'une certaine façon. C'est l'alpha et peut-être même l'oméga de la participation, c'est ces égards pour ce qui nous entoure. Alors c'est des égards de la part de celui qui participe, comme de la part de celui qui sollicite une participation, comme de la part de ceux qui s'attendent à ce que quelqu'un sollicite une participation, etc., etc. Ces égards-là, on va les retrouver un petit peu à tous les niveaux. Donc, le livre que j'ai fait sur la participation, ça s'appelle Participer, d'ailleurs, c'est le verbe que j'ai mis en avant par rapport au substantif. Et ce verbe, donc, évidemment, exprime une action. Et ça n'était pas une critique des formes de participation habituelles. Je suis philosophe politique, donc la participation, le fait de participer est bien sûr au cœur de nos théories de la démocratie. Je ne reviens pas là-dessus, mais j'ai pu trouver quand même, y compris dans nos institutions politiques, des formes très amenuisées de participation. Et j'ai voulu non pas critiquer les formes habituelles de participation, mais au contraire revaloriser ou revisiter, donner de la substance, de l'épaisseur au terme même de participer, pour montrer tout simplement que les injonctions à participer sont contre-productives par rapport à l'acte même de participer, si on l'a bien compris, et pour montrer également que des formes de participation très ponctuelles, très superficielles, ne conviennent pas, ne permettent pas de remplir l'agenda en quelque sorte ou de répondre à la demande. C'est-à-dire que participer ne signifie pas faire ce qu'on vous demande, appuyer sur le bouton vers lequel pointe la flèche. Alors il y a beaucoup d'œuvres participatives qui sont très faussement participatives. Il y a aussi beaucoup d'institutions politiques qui sont faussement participatives. Donc j'ai voulu mettre en évidence à partir de quel moment ou comment, en quoi participer devient vraiment substantiel au sens où un plat, c'est substantiel, c'est le terme métaphysique que j'utilise. Et pour ça, pour mieux comprendre les enjeux, finalement, de la participation, j'ai dégagé un peu trois niveaux qui s'appellent l'un l'autre, d'ailleurs, qui n'existent pas chimiquement pur, mais qu'on peut combiner de toutes sortes de façons. Le niveau du prendre part, le niveau du prendre part, le niveau du contribuer ou apporter une part, et le niveau du bénéficier d'une part ou de recevoir une part. Donc, bien sûr,
le mot parle ici n'est pas un jeu de mots. Je me dégage d'ailleurs très largement de Rancière à ce niveau-là, qui, à mon avis, joue beaucoup sur les mots. Là, en l'occurrence, l'idée de part est prise au sens le plus littéral du terme. La part est en quelque sorte à la fois le rôle, le bien, mais également disons la présence que chacun de nous peut apporter. Alors quand je dis prendre part, là, je vais faire des petits va-et-vient très rapides entre chacun de ces termes, ces expressions plutôt, et puis le collectif d'artistes ou le fait de construire ensemble quelque chose, d'élaborer quelque chose ensemble. Alors je dirais, pour commencer très rapidement, moi j'ai déjà parlé de l'importance de la contribution en quelque sorte du paysage, du pays ou du lieu où on se trouve, et des égards qu'on doit avoir pour ces lieux où on se trouve pour les faire rentrer en quelque sorte dans le collectif qu'on va former avec d'autres pour élaborer quelque chose ensemble. Voilà. Ça me semble fondamental. Le prendre part, ici, donc je vais faire des va-et-vient avec des que vous avez appelés ici, enfin, on appelle le collectif d'artistes, mais même si le mot collectif me gêne un peu pour des raisons que je dirais et donc le premier niveau, donc le prendre part, je pense que c'est vraiment important de le dissocier du faire partie. Justement, dans bien des cas, disons qu'on considère que l'œuvre collective suppose que l'individu s'efface, que l'individu fasse partie, que l'individu devienne une partie du tout. Et là, moi, je pense que c'est une erreur d'interprétation. Je pense que c'est ils ont une habitude intellectuelle qui vient d'une certaine tradition politique, que je laisse ici de côté, mais qui nous fait nous fourvoyer par rapport aussi bien aux attentes artistiques, culturelles et démocratiques. Donc, et des fonctionnements des démocraties libérales. De faire partie, si vous voulez, suppose l'allégeance, suppose que l'individu, finalement, pour faire partie du groupe, adhère aux finalités du groupe, alors que le prendre part signifie que l'individu va exister comme un dans le groupe, d'une part, et d'autre part, pourra également contribuer à la formation des finalités du groupe. Ça me semble vraiment très important quand il s'agit d'un. On ne peut pas imaginer un collectif d'artistes, et justement le terme de collectif est un petit peu problématique pour cela. Enfin, disons, on ne peut pas imaginer un collectif d'artistes dans lequel les artistes individuellement devraient abandonner leur spécificité, leur personnalité, leur idiosyncrasie, leur constitution. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire, même dans les avant-gardes, ce qu'on appelait les avant-gardes, même si certaines pétitions de principe supposaient l'annihilation de l'individualité pour une fusion en groupe, etc., la réalité, c'est qu'on regarde, quand on voit les contributions, que ce soit des surréalistes, des futuristes, des dadaïstes, etc., elles sont extrêmement singulières. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est intéressant. Et leurs pétitions de principe en faveur de la dissolution du jeu dans un grand tout ne sont que des pétitions de principe. C'était des accélérateurs de création artistique et pas du tout, finalement, un projet politique. Alors qu'en politique, par contre, ça s'est passé. Effectivement, il y a une quantité de projets politiques qui reposent justement sur l'allégeance, sur le fait que l'individualité, si vous voulez, n'a pas véritablement un droit de séjour dans le groupe, puisque finalement l'individualité conduit toujours à l'égoïsme, conduit toujours au profit, conduit toujours finalement à attirer le monde vers soi. Mais ça c'est faux. Je veux dire, ça c'est vraiment un point de vue tout à fait tronqué. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, donc le deuxième niveau, parce que je ne veux pas parler trop longtemps, le deuxième niveau, donc apporter une part, contribuer, ça me semble vraiment aussi indispensable. Voir que, évidemment, on peut, par exemple, on fait partie, on prend part aux activités d'un groupe, par exemple, on prend part à une promenade, on peut prendre part à un atelier. Disons, le niveau de participation est déjà très important. Ne serait-ce que, par exemple, moi je ne peux pas faire cours si je n'ai pas mes étudiants. Mes étudiants, ils sont là, ils prennent part. Je ne peux pas faire des cours sans personne en face de moi, c'est impossible, ça ne s'appelle plus un cours. Donc on me demande de faire des conférences filmées, mais c'est absurde, on ne peut pas supprimer les professeurs de cette façon, et les professeurs ne peuvent pas être des professeurs, ce ne sont pas des étudiants en face à face. Moi ça me semble
tout à fait impossible. Donc les étudiants ne prennent part au cours. Mais ils peuvent aussi apporter une part. Et là, c'est autre chose. C'est différent. Moi, je n'attends pas, je ne leur demande pas d'apporter une part. Je l'espère, mais ça n'est pas du tout une nécessité. Le cours peut très bien exister sans que personne n'apporte de part. Mais par contre, il ne peut pas exister s'il n'y a personne pour prendre part. Voilà. Et clairement, je veux dire, les étudiants ne font pas partie de l'université, ils ne font pas partie de mon cours. Ils sont là en tant qu'activateurs, si vous voulez, des conditions de possibilité du cours. Donc, l'apporter une part là, est beaucoup plus, je dirais, exigeant, mais on peut l'imaginer à tous les niveaux. On peut bien sûr l'imaginer à propos d'un cours, on peut l'imaginer à propos d'une promenade. Par exemple, les randonneurs peuvent former un groupe, on peut se demander. Donc, ils peuvent former un groupe dans lequel chacun des membres, en quelque sorte, ou des participants, a une voix au chapitre, mais non seulement une voix au chapitre, mais également une possibilité d'interagir avec les conditions de l'existence du groupe et une possibilité d'influer sur les finalités du groupe, sur les règles de fonctionnement du groupe, sur les méthodes du groupe, etc., etc. Par exemple, on va discuter, savoir d'où on part. Est-ce qu'on part de tel endroit ou de tel autre? On peut discuter de l'heure de rendez-vous, on peut discuter de la durée de la promenade, on peut discuter bien sûr des activités qu'on va y mener, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans un club de randonneurs, il peut y avoir vraiment une véritable vitalité du club, dans la mesure où c'est pas un chef qui les fait pour les autres, mais justement dans la mesure où chacun est le contributeur en quelque sorte de l'organisation des activités du groupe. Et là, ce qui me semble important, c'est pour ça que j'ai fait la différence entre commun et collectif, c'est que dans ces cas-là, le but même de l'association est créé par les membres de l'association. C'est-à-dire qu'il n'est pas préexistant. Au lieu que des membres viennent adhérer à un but préexistant, ce qui peut être le cas, bien sûr, on ne peut pas créer en permanence les buts des associations dont on est membre, mais c'est le cas, enfin, c'est souvent, ils sont très fructueux de réfléchir justement aussi bien à l'art qu'à la démocratie, qu'à ce que vous êtes, ou à une famille, qu'est-ce que c'est qu'une famille? Un enfant qui n'a pas la voix au chapitre, c'est-à-dire qui n'a pas la possibilité de créer sa place dans la famille. C'est pas juste qu'on lui donne, il crée sa place, et donc il influe sur finalement l'organisation interne de la famille et les buts de la famille. C'est un enfant qui ne va pas se développer normalement, pas correctement, c'est pas de l'éducation, il sera enfermé dans un rôle qui est préexistant. Donc cette capacité des individus à créer avec les autres les conditions de leur vivre ensemble, cette capacité des individus en plus à se réaliser en tant qu'individus à travers la recherche de buts communs, est quelque chose qui est vraiment fondamentalement pris en compte dans le prendre part tel que l'on est là. Et ce prendre part me semble vraiment, alors là pour le coup, tout à fait indispensable dans les collectifs d'artistes. À la limite, on peut imaginer un cours sans prendre part, mais un collectif d'artistes ou une intervention d'artiste dans le territoire sans prendre part, là, c'est plus du tout l'art. C'est quelque chose qui n'a plus rien à voir avec l'art. Et ça me semble important ici d'insister de toutes sortes de façons, c'est-à-dire à la fois en réfléchissant aux interactions des artistes à l'intérieur du groupe. C'est pour ça que je dirais plutôt, j'appellerais ce groupe une communauté. Parce que la communauté, justement, est le terme qui existe, bon, il est un peu galvaudé en français, mais la communauté, c'est justement un groupe dans lequel il y a du commun, dans lequel il y a des choses communes, dans lequel il y a des discussions communes, dans lequel il y a de la communication. Bref, un groupe qui est généré par les interactions entre les membres et dont les finalités seront justement le commun, ce qui est mis en commun et justement le fait des activités interreliées des membres du groupe. Donc, bien sûr que là, en l'occurrence, on peut imaginer dans les collectifs d'artistes, et d'ailleurs c'est souvent le cas, on en parlait tout à l'heure à propos des collectifs d'artistes au Québec en particulier, qui ont une certaine science de l'association libre et volontaire, en même temps une science de l'autogestion, du self-gouvernement. Donc imaginez donc des interactions très, très subtiles entre les gens, de telle manière que chacun puisse effectivement contribuer, sans pour autant mais contribuer à quelque chose qui est commun. C'est-à-dire contribuer, le commun, c'est l'ensemble des parts que chacun apporte, mais à partir du moment où chacun se pense comme membre du groupe et non comme atome isolé. Donc là, on peut, bien sûr, c'est dans justement cet apport
que se situe la part d'individualité, mais en même temps l'entraînement à l'individualité. Et donc, ce n'est pas une option parmi d'autres, c'est la seule solution pour que l'art et, je dirais, la personnalité artiste ou l'acte créatif d'Olivier Duchamp puisse exister. En ce sens, disons que le prendre part me semble aussi être la condition incontournable à laquelle l'art ne va pas être dilué dans une offre culturelle plus vaste. Ça me semble vraiment important d'insister aussi sur ce point parce que je suis de plus en plus contactée par des groupes d'artistes qui ont le sentiment de faire de l'animation culturelle, qui ont le sentiment d'être instrumentalisés par telle ou telle collectivité, qui ont le sentiment de répondre à des demandes qui n'ont pas contribué, à la formulation desquelles ils n'ont absolument pas contribué, qui sont un peu prisonniers de dispositifs préexistants ou qui ont été imposés par l'institution, qu'elle a d'ailleurs emprunté, je dis les institutions, qui les ont empruntés d'ailleurs à des collectifs d'artistes antérieurs, bon, enfin ça va très très vite, au sens où finalement une rigidification des cas, et du coup beaucoup d'artistes comme ça ont de plus en plus le sentiment d'être de ne pas être suffisamment pris en compte et de ne pas pouvoir justement prendre part aux dispositifs qu'ils sont censés animer. Et en ce sens, la participation concerne aussi, bien sûr, les demandes ou les acteurs locaux, en quelque sorte, ce qu'on appelle les acteurs locaux. Ça concerne bien sûr les commanditaires, s'il y en a, ça concerne les financeurs, s'il y en a, ça concerne les pourvoyeurs de dispositifs financiers ou matériels, quels qu'ils soient, ça concerne aussi les publics. Je crois que les publics, ça c'est très important. Alors j'en viens à la troisième aspect, justement, d'une participation complète, c'est aussi une participation dans laquelle on distribue des parts, de certaine façon, on donne des parts. Et ces parts ne sont pas X, Y, Z, les parts distribuées sont des parts qui permettent aux individus à qui elles sont offertes de devenir les membres pleinement participants du groupe. Par exemple, moi en tant qu'éducateur, j'offre, par exemple en tant qu'instituteur de classe maternelle ou en tant que ministre de l'Éducation, j'offre la langue française en quelque sorte. J'en vais enseigner la langue française aux petits-enfants ou aux primo-arrivants. Et en ce sens, je vais leur apporter le français en tant que part, ce qui leur permet ensuite de devenir des membres à part entière du groupe que nous formons en tant que citoyens français ou en tant qu'individus vivant sur ce territoire. Ça me semble très important. C'est quelque chose qu'on ne peut pas occulter. Et en l'occurrence, si tout le monde, par exemple, j'ai fait une résidence en tant qu'intervenant, au même titre que d'autres artistes à la Chapelle-Faucher en Dordogne cet été. Et c'était très intéressant de voir que finalement, on était tous dans des rôles réversibles. C'est-à-dire que nous, on apportait des choses, chacun apportait quelque chose en propre. Mais en même temps, les habitants du lieu aussi apportaient des choses en propre et nous formaient en quelque sorte à habiter un lieu commun avec nous. Et donc, bien sûr, chacun a des compétences. Chacun a des compétences et des choses à partager. Ce qui est important, c'est que les occasions d'exercer ses compétences et de partager soient en quelque sorte rendues possibles par un dispositif très concret. Parce que sinon, voilà, on est complètement dans le vide et dans le vague. Et là, en l'occurrence, il y avait par exemple des gens qui nous ont initiés à la chasse aux ballons, enfin pas vraiment à la chasse, mais en tout cas qui nous ont amenés visiter les ballons d'air, qui sont des édifices absolument extraordinaires. Il y a des grands spécialistes de la truffe, bien sûr, là-bas aussi. Donc on a appris plein de choses et on leur a appris plein de choses. Et chacun, je veux dire, celui qui chasse la palombe, la dame qui cultive des potirons de toutes sortes et le chercheur de truffes à la mouche ou le chercheur de truffes au cochon. Bon, c'est pas la même compétence. Ce qui est intéressant après, c'est de rentrer dans les détails et de faire comme un grand pot commun de toutes ces compétences et de voir finalement en quoi elles contribuent justement à la fois une revitalisation culturelle, mais une revitalisation, je dirais, multiculturelle, et pas une revitalisation via une seule offre culturelle. Voilà, ça me semble aussi important à souligner. Donc, ce que je veux dire simplement, par exemple, j'ai assisté aussi, je prends un autre exemple, j'ai été invitée pour réfléchir à un habitat participatif par des architectes et
et artistes à Marseille, à la Fête de la Belle de Mai. Et là, voilà, l'idée c'était de faire participer les habitants, parce que voilà, il y a un habitat participatif, mais les habitants ils n'ont reçu aucune formation. Pourquoi est-ce qu'ils sauraient comment se construit un immeuble, quels matériaux, c'est quoi leur choix, c'est quoi leur possibilité d'action, qu'est-ce qu'ils peuvent dire sinon ce qu'ils savent déjà s'ils n'ont pas de formation. Donc ça c'est pas possible, on ne peut pas faire participer les gens à des pratiques dont ils n'ont aucune idée. C'est impossible. C'est pareil en politique. C'est pour ça qu'on a la presse, l'information et toutes sortes de dispositifs. Donc là, moi ce que j'avais conseillé, c'était que, d'ailleurs ça existe en démocratie à travers ce qu'on appelait les conférences de consensus ou les comités, les sondages de citoyens. Ce qui est important, c'est d'apporter la formation civile. Là, on apporte la part. Les artistes peuvent faire ça. Mais évidemment, c'est à eux, en ce sens, aussi de créer les conditions de la formation. C'est pas possible, enfin, il n'y a pas qu'une formation possible. Et un instituteur, dans sa classe, il faut qu'il s'adapte, il est là, il faut qu'il diversifie son offre, il faut que, dans l'idéal, qu'il propose un enseignement spécifique pour chacun des élèves, si vous voulez. Mais on ne peut pas, à partir du moment où il est obnubilé par, où on le force à être obnubilé par le programme, les horaires, le machin, le truc, bon, voilà, là, il n'y a plus de participation non plus, si vous voulez. Donc, si vous voulez, le fait d'offrir des parts, ça suppose beaucoup de choses en réalité. Ça suppose une souplesse de l'environnement, tel que chacun soit en mesure d'inventer en quelque sorte ou de décider, dans une certaine mesure en tout cas, de décider de la part, des conditions de l'apport de la part, voire même des conditions de la part. Et donc aujourd'hui, en fait, il y a un certain nombre de dispositifs qui fonctionnent comme ça. Je pense que justement les collectifs d'artistes au Québec fonctionnent beaucoup comme ça. Ils ont une grande marge de manœuvre concernant l'offre des parts au public, mais en même temps une grande marge de manœuvre pour permettre justement au public, et les publics, parce que c'est le terme le plus simple, non pas de compléter leur œuvre à la touchant, mais bien justement d'apporter des voix, d'apporter des idées, d'apporter des intuitions sur des capacités de faire des choses ensemble. Voilà. Des moyens, des méthodes de faire des choses ensemble. Et là, du coup, on arrive à des dispositifs très ouverts. Et un autre exemple, moi, que je constate souvent à Marseille, auquel je participe aussi, c'est la marche. Les artistes marcheurs sont des artistes qui inventent des dispositifs, mais en même temps qui ont une offre extrêmement, extrêmement participative, au sens où elle est toujours en adaptation, au sens où elle est, bien sûr, il y a un cadre, il est co-créé avec les institutions, surtout s'il s'agit de rémunération. Et par ailleurs, les formats sont extrêmement diversifiés, très variables dans le temps. Et du coup, la part apportée, si vous voulez, elle est très intéressante parce que c'est aussi, disons, une part qui permet aux individus qui vont participer à la marche de contribuer, en fonction de leurs compétences ou de leur connaissance du territoire, au début de la marche commune. Donc ça, c'est des exemples, voilà, il y en a beaucoup, hein, voilà. On sait aussi, on en parlait tout à l'heure, un Caguameta, donc il y a un dispositif très particulier qui permet aussi justement une participation au plein sens du terme, à mon sens. Donc voilà ce que je voulais dire. Je pense que peut-être on peut s'arrêter là et discuter ensemble si vous avez des questions, des remarques, des commentaires. Il y a quand même une chose que je voudrais dire, c'est que finalement, la contribution, le fait d'apporter une part est impossible si une part n'a pas été donnée. C'est en cela qu'on ne peut pas séparer finalement. Enfin, je pense qu'on peut séparer ces trois aspects pour mieux cerner les enjeux d'une participation complète, mais en même temps, dans la réalité, ils sont vraiment inséparables. C'est-à-dire que les parts que chacun de nous apporte sont toujours des réponses qu'on pourrait dire des usages, au sens de Wittgenstein, c'est quelqu'un qui a lu cette auteur, des usages des parts reçues. Et en l'occurrence, le processus de création artistique, comme le processus éducatif en général, fonctionne suivant un processus de type, à savoir comment faire jouer la part apportée. La part apportée, elle doit permettre la liberté du sujet. Sinon, ça n'est pas une part apportée, c'est pas imposé.
Et en même temps, la part que chacun de nous apporte au pot commun, est aussi une contribution au sens où elle peut éventuellement faire l'objet d'une reprise par les autres. Voilà. Merci de votre attention. Bonjour, alors je vais essayer de parler, mais j'ai un petit problème de voix, ça a l'air d'aller. Moi je suis Louise Pajot, on m'a demandé de dire qui j'étais. On m'a demandé de dire qui j'étais, donc je suis Louise Pajot, je travaille dans une école de cirque à Pernes-en-Artois, à côté du Saint-Paul-sur-Anternoise. Et en fait je voulais revenir sur ce que vous avez dit lorsque vous avez intervenu, lorsque vous êtes intervenu à la Friche de la Belle de Mai, sur cet habitat participatif en disant que les habitants n'avaient pas de formation, donc du coup ils ne pouvaient pas donner de part. Cette notion en tant qu'usager de l'habitat, est-ce qu'ils n'auraient pas quelque chose à donner? La notion de maîtrise d'usage, etc. Moi je me posais la question de savoir si de cette manière-là ils n'avaient pas quelque chose à apporter également. Mais oui, non, mais tout à fait d'accord. Bien sûr, ils ont quelque chose à apporter en tant qu'usagers, mais en l'occurrence, ils ne pouvaient pas être les usagers des lieux qui sont prospectifs, qui sont en projet. Donc là, la part de l'usager est compliquée, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent s'exprimer qu'au nom de leurs usages présents ou passés. Alors là, il s'agit d'usages futurs. Et ils ne peuvent pas ça. Par rapport à l'expérience passée, justement, essayer de se faire. Je vais vous prendre. Non, mais c'est vrai, mais en attendant, je vous prends un exemple concernant la place de la République. Bon, il se trouve que j'ai pas mal écrit sur les places publiques ces temps-ci, et j'ai été un peu consternée par la rénovation, le réaménagement de la place de la République à Paris. Et j'ai suivi toutes les discussions participatives qu'il y a eu, parce que de toute façon, à chaque fois qu'il y a aménagement du territoire, les grands travaux de ce type, il est obligatoire de passer par un dispositif de participation. Et là, les gens, finalement, j'ai regardé, j'ai eu énormément de minutes des actes de ces assemblées participatives, et chacun y a aidé son petit couple habituel. C'est-à-dire que il y avait le coût de la poussette, il y a le coût de la gagne, il y a le coût du fauteuil roulant, il y a le coût du commerce, il y a le coût de la voiture, il y a le coût du parking, etc. Mais il n'y a aucune pensée commune. Alors, moi je pense qu'il faut une formation. Et si, par exemple, ce qui était très frappant, moi je vous donne cet exemple-là parce que c'était assez étonnant. Il se trouve que la place de la République est une place haussmannienne, et une place impériale, c'est-à-dire, et c'était une place d'art. Elle a été restituée, réaménagée comme une place d'art, c'est-à-dire que le plan d'Haussmann, qui est un plan qui date des années 1840, a été restauré dans son intégralité. Personne ne s'est posé la question de savoir, par exemple, quoi faire de la Statue de la Liberté. Et cette Statue de la République, la Statue de la République. Cette Statue de la République est une... D'abord, ce n'est pas un bel ouvrage. Ensuite, c'est un ouvrage... Alors, c'est intéressant, mais à partir du moment où on en parle, on se pose des questions. On aurait pu dire, ça serait quand même ridicule de la remettre en plein milieu, c'est le cas, de la place de la République. Mais la première ligne de l'appel à projet, c'était restaurer la gloire, ou la gloire d'un symbole, magnifié par cette Statue de la République. En réalité, cette Statue de la République, qui est quand même contemporaine d'œuvres d'Amour, de Mayol, de Rodin, voilà. C'est ça, c'est quand même une dose, cette chose. Peu importe, mais le concours a été piqué par un duo infernal qui s'appelle les Frères Maurice, qui n'ont jamais fait de très belles sculptures, alors que le groupe de sculptures qui se trouve au milieu de la place de la Nation, qui a été réalisé par Denis, qui était destiné d'ailleurs à la place de la République, est un très beau groupe de sculptures. Donc, peu importe, mais ce que je veux dire, c'est que les questions n'ont pas été posées. Alors qu'en 1887, quand on installe la Statue de la République au milieu de la place, il y a un énorme cortège de Parisiens qui se forment en protestant, en vitupérant, en exigeant, comme la colonne Mandon, la même histoire, la suppression de cette statue qui est un symbole monarchique, si vous voulez. C'est pas du tout républicain. Donc, si vous voulez, c'est ça le problème du manque de formation. Le fait est qu'à l'école, on n'a pas de formation visuelle, quoi. Il y a une manque d'une vraie formation à regarder. Et il y a des pays où il y a une formation visuelle plus intense. Nous, on apprend à raisonner, mais on n'apprend pas à regarder.
Et du coup, on ne voit rien. Et moi, je me mets dans le tête, j'ai beaucoup travaillé pour voir des choses. C'est un travail. C'est intéressant de parler avec des galeristes, par exemple, ou avec des artistes. On ne peut pas être un artiste, on n'exerce pas, on s'entraîne à regarder, on s'entraîne à regarder. Et quand on s'entraîne à regarder, on voit des tas de choses qu'on ne voit pas autrement. Et là, en l'occurrence, cet entraînement, c'est pas difficile en plus. Moi, si je raconte cette histoire aux gens, ils ne voient plus les choses pareilles. Ils disent, ah mais pourquoi elle est super, la copine. Ah oui, je dis, tu y vas, tu sens ta copine, tu as ta copine. Oh bah non, je ne vais pas amener ma copine, parce que c'est et pourquoi? Là, on commence à discuter. Cette formation, moi je suis pas formatrice en architecture, je suis pas organisme, enfin, ce qui m'étonne, c'est la masse de questions que j'avais posées. Et là, pour l'habitat, c'est pareil, hein, vous regardez tout le travail d'Urban Bataclan, bah, c'est ça. Ça, sur les gens, ils veulent des choses, mais ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils savent vouloir d'emblée, du fait de l'air du temps, etc. Mais il faut leur apprendre à vouloir être plus exigeants vis-à-vis de nous. Et alors, clairement, l'habitat participatif, ça a dit, bon, voilà, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça, mais ce qu'ils voulaient, c'était ce qu'ils avaient déjà, ce qu'ils avaient besoin. Pas la projection en futur. Autre chose. Voilà. Je me pose la question, donc Pomme Boucher, moi je m'occupe de Quartier Roche, qui est une structure. Je regarde, je vous entends. Vous m'entendez pas? Non. Ok. Et vous pleurez, ok. Ouais. Donc je m'appelle Pomme Boucher, je m'occupe d'une structure qui s'appelle Quartier Rouge, qui est sur le plateau de Millevaches en Ile-de-France. Ah, Oui, je vous ai déjà vu là-bas. Du coup, oui, moi je voulais revenir sur un peu la même chose. Je sais pas, moi j'ai la sensation, quand vous dites, voilà, il faut une formation. Moi je suis assez d'accord, mais c'est aussi les gens qui animent ce genre de débat. Quand vous dites, ok, on pose des questions, mais c'est-à-dire on a aussi l'habitude de poser les questions de la même manière, c'est-à-dire qu'ils induisent aussi le même type de réponse. Et moi ce qui m'intéresse particulièrement en ce moment, c'est de réfléchir aussi à des méthodes. C'est-à-dire que je pense que effectivement, si on reste sur les acquis qu'on a et qu'on pense que ça va arriver, que ça va nous tomber du ciel de penser différemment, de se décentrer, ça me semble assez compliqué. Et même peut-être qu'on n'est pas habitué à être décentré dans nos pratiques et dans nos manières de voir, comme vous l'avez dit. Et moi, je pense que c'est aussi des manières et des méthodes pour animer ce genre de débat. C'est-à-dire qu'effectivement, si on laisse une question sur la place publique, comment on réaménage les choses, moi je sais que sur le territoire sur lequel on est, il y a beaucoup de pratiques justement sur la question de la participation et comment est-ce qu'on peut arriver à faire autrement. Et moi je pense que c'est aussi les animateurs publics, quelque part, des débats publics, c'est aussi une part de responsabilité et peut-être c'est aussi eux qui doivent se former pour amener aussi les autres à se décentrer. Je suis tout à fait d'accord, mais en tout cas ce que j'ai remarqué souvent à droite à gauche, c'est qu'il n'en faut pas beaucoup. Enfin, il ne s'agit pas de refaire le monde non plus. Hein. Je veux dire, au niveau d'exigence, il n'a pas besoin de par exemple, sur la question de l'habitat participatif, s'il y avait eu ne serait-ce que, je ne sais pas, une réflexion sur les matériaux disponibles dans la région, ça aurait été intéressant. Du bois, de la brique, des tuiles, il y avait plein de projets dans enfin, je veux dire, c'est pas. Voilà, c'est pas faire une petite étude comparative avec d'autres. Je pense que la formation, c'est ce qu'il y a de plus démocratique. Voilà. C'est plus simple. Parce qu'on ne peut pas. Ça me semble, après toutes mes discussions, mes réflexions, etc., et aussi le test sur moi-même, je me dis que la formation, c'est ce qui est le plus simple. Parce que ça donne des résultats immédiats. C'est très très puissant. C'est très puissant. Donc je pense que d'entendre juste un son de cloche, alors mais effectivement, qui va le faire? Il suffit de se dire, tiens, au lieu d'inventer la bonne parole, au lieu de dire, voilà, c'est de telle heure à telle heure l'atelier, non, mais juste une toute petite réflexion, une petite réflexion justement sur ce que j'ai appelé les finalités du groupe, ensemble, même ponctuellement. C'est quoi la finalité? Donc là, je crois qu'effectivement, c'est moins une question de méthode que de bonne volonté, d'une certaine façon. D'habitude, une habitude à prendre pour faire bouger un peu les lignes. Alors après, par exemple, quand on lit même des textes de Hume sur l'appréciation, le jugement esthétique, par exemple, on parle d'art, lui, il a plein de méthodes. Alors il dit que toutes les méthodes sont bonnes, il faut
Ça peut être la comparaison, ça peut être l'analyse historique, ça peut être l'analyse des sensations, ça peut être le fait de se déplacer devant une œuvre, de s'approcher, de reculer. Bon, il y a plein de méthodes. Et toutes les méthodes sont bonnes, si vous voulez. Il faut, ce qui est important, il faut les stratifier. Il n'y a pas d'orthodoxie au niveau des méthodes. Il y en a plein. Donc, par exemple, moi, quand j'avais été au plateau de Mille Vaches, rien d'aller faire un tour. Et qui va faire le tour? C'est juste ça. On fait le tour du pâté de maison, voilà, on avait été à l'étang, avec il a été attaqué par un ours. Martin, Anastasia Martin. Enfin, voilà. C'est possible d'avoir juste une minute sur la place de la République. Oui. Là, j'interviens vraiment en régional de l'étape et en praticien tous les jours de piéton et cycliste de la place de la République. Et toutes les critiques que j'ai entendues sur cette place, je les entends très bien, mais moi, ce qui me choque énormément, c'est que vous n'écoutez absolument pas les gens qui pratiquent cette place au quotidien, qui pendant des années ont refait leur testament avant de rentrer sur cette place, qui était d'une dangerosité incroyable pour un piéton ou un cycliste, et qui la redécouvre aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit des gens, et pas seulement des voitures sur cette place. Et c'est très très... Non mais, je sais ce que vous avez dit, hein, mais vous n'y êtes pas tous les jours. Moi, j'y suis absolument tous les jours. Ah mais moi j'habite quand je suis à Paris, ce qui est... Quand je viens à Paris, j'habite. C'est déjà cette phrase où vous avez dit que vous ne la pratiquez pas tous les jours. Moi, j'habite à... Non, mais écoutez, je ne veux pas dire que c'est bien. La place de la Nation, non, c'est beaucoup mieux qu'avant. C'est peut-être pas complètement idéal, mais pourquoi aussi, alors moi, laissez-moi parler s'il vous plaît, on est dans un débat sur la participation. Pourquoi vouloir avoir quelque chose toujours qui soit parfaitement esthétique et qui parvienne, qui puisse... Enfin, c'est bien aussi que les gens s'approprient les choses à leur niveau. Et leur niveau, c'est peut-être pas le vôtre. Je ne suis pas en train de faire de la démagogie là-dessus, mais c'est bien d'écouter les gens et de faire les choses au niveau où on est et au moment où on est à ce moment-là. Il y a aujourd'hui un projet sur la place de la Nation, comme vous le savez, certainement, parce que vous parlez de ce groupe sur la place de la Nation. Laissons faire aussi, laissons voir comment les gens s'approprient tout ça. Voilà. Non, mais bien sûr, madame, là, le problème n'est pas de... Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est mieux qu'avant. Le problème, je trouve, c'est que d'abord, il y a eu des aménagements. En fait, la place de la République, telle qu'elle existe aujourd'hui, est devenue beaucoup plus agréable et pratiquée depuis qu'on a mis des bancs autour, tout simplement. Parce que, je vous signale quand même, enfin c'est juste ça, mais moi je la pratique cette place, je la connais bien. Et en l'occurrence, il n'y avait aucune assise. Et les seules assises, c'était les marches d'escalier. Les marches d'escalier tournaient le dos à la place, puisque c'est des marches qui descendent. Vous voyez bien qu'il y a un problème. C'est un problème ici. Ça veut dire des choses quand même, ces choses-là. Je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux. Voilà. Donc maintenant, il y a des bancs, et ils ont été rajoutés assez récemment. Et ces bancs ont changé la configuration de la place parce que ça permet de la segmenter, et ça permet de lui donner une unité qu'elle n'avait pas en tant qu'esplanade, etc. C'est vrai que les bancs ont beaucoup changé la donne. Ils n'étaient pas prévus au départ. On a été obligé de rajouter les bancs pour faire de cette place une place. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur l'habitat participatif. Ce sont quand même des groupes qui se sont créés après 68 pour inventer l'habitat participatif. C'est un mouvement qui est né après 68 pour réinventer une nouvelle forme d'habitat. Et il se trouve que j'ai écrit un livre là-dessus l'année dernière, et les groupes qui se sont constitués entre les années 70 et les années 90, ils ont mis des années de réflexion à imaginer leur habitat et se sont qualifiés sur un temps relativement long, parce que le temps du projet dans l'habitat participatif, il est de 2, 3, 4 ans, et il se qualifie au fur et à mesure. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce type d'habitat, il y a une trentaine d'habitats participatifs qui ont été, qui s'appellent autogérés d'ailleurs auparavant, c'est qu'aujourd'hui les promoteurs immobiliers et les offices HLM impulsent des dynamiques. Et là on demande tout de suite à des habitants de rentrer dans un dispositif qu'ils n'ont pas conçu. Mais ce n'est pas la philosophie de l'habitat participatif qui part d'un groupe d'habitants. Et donc les habitants sont quand même capables de se qualifier eux-mêmes et d'inventer leur propre logement. Simplement il faut du temps. Oui, bien sûr. Et donc prendre en compte la participation. La formation, ils la trouvent eux-mêmes.
Il y a plein de groupes qui ont dessiné eux-mêmes leur logement. On en fait partie, et je peux vous assurer que effectivement, on se forme, bien sûr. Et on se forme, mais il On faut... se forme parce que n'importe quel projet, il faut se former pour n'importe Ben quoi. voilà. Vous achetez un bateau, vous allez vous former, vous achetez une voiture, vous allez vous former. Surtout qu'il y a des tutos sur Internet, Par hasard et compagnie. Bien sûr. Donc, c'est vrai que cette notion de formation, c'est quoi? C'est des cours ex-magistrales, c'est ce que vous disiez l'accompagnement, je pense que. Bah, c'est pas ça. C'est Attendez, pas on ça la a la participation. parole parce qu'il y a une question qui a été demandée. Oui, merci. Je ne me représente pas, mais pour revenir sur la question de concertation, je dirais, et pas de participation, autour de projets qui sont des projets, qui sont des projets urbains, mais comme on est quand même sur une thématique rurale, sur des projets d'aménagement en général, l'injonction juridique qui est faite autour de ces projets-là, c'est vraiment, les termes sont assez intéressants, c'est de la concertation. Concertation, en fait, c'est rassembler des gens, écouter ce que Pierre-Paul et Jacques a à dire, ne pas d'ailleurs le prendre en compte la plupart du temps, juste leur laisser la parole, cette parole qui est en fait muette et qui est tue à la fin. Et on n'est en effet pas sur des processus intégrés. Et du coup, pour revenir sur l'exemple des places, donc la place de la République, elle est ce qu'elle est. Moi, je trouve qu'elle est intéressante dans les usages et dans sa récupération et son détournement. Justement, cette statue, elle n'a aucun intérêt plastique, mais elle a des intérêts. Le fait qu'elle soit pleine de graffitis, de posters, et que d'ailleurs Nuit debout ait décidé de se placer ici et pas ailleurs, je trouve que dans ses usages, elle a quelque chose d'intéressant. Oui. Mais sur les autres places qui sont en cours d'évaluation, je dirais, sur les usages à venir, énormément de collectifs d'artistes ont été appelés. Et du coup, je me pose la question de est-ce que c'est pas rendre compte des limites des processus de concertation pour essayer justement d'apporter autre chose. Et là, on parlait aussi des procédés dans lesquels les artistes peuvent prisonniers, parfois d'injonction, et ce que vous avez évoqué. Là, ma question, c'est de savoir, du coup, l'artiste ici, il est là pour bouleverser le processus de concertation, ou il est là pour y adhérer justement et juste l'animer de manière un peu différente, selon vous. Je pense que l'artiste, c'est sûr que je fais partie d'un groupe sur les premiers volants on fait des expertises, enfin les balades. On a fait des promenades surtout place de la Nation, place d'Italie. C'est sur ces deux places. Et là, on a essayé de regarder ce qui se passe. On s'est formé. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de... Donc j'étais avec des architectes, des organismes et des artistes, en l'occurrence. On avait formé un groupe, mais on n'avait pas d'idée a priori, parce que de toute façon, il s'agissait de faire comme une base de vie sur les places qui serait un lieu pour rassembler, pour collecter des paroles, des usages, des points de vue, des désirs, des goûts, etc. Et pour ça, le problème, c'était comment est-ce que cette base de vie pouvait-elle être rendue visible et effectivement attirer les gens de telle manière qu'ils viennent témoigner de leur expérience, de leurs compétences et éventuellement se former d'ailleurs. Il y avait des demandes très fortes de ce niveau-là. Donc on a essayé de repérer déjà ce que faisaient les gens. Donc il y a déjà toutes sortes d'activités, surtout à la Nation. L'Italie c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment très difficile d'arriver au milieu de la place dans le soir et les temps, elle est vraiment insalubre. C'est compliqué. Mais par contre, la place de la République, on avait été aussi place des fêtes et bref. Mais la place de la Nation, il y a vraiment c'est une place très, très utilisée. Donc il a fallu, par exemple, il y a des gens qui jouent. Il y a beaucoup de gens qui viennent jouer aux échecs, aux cartes, etc. Donc on leur a demandé, mais qu'est-ce qui améliorerait en quelque sorte l'activité qui tient à cœur. Et comment faire après, pour imaginer un ensemble commun où les joueurs de ceci ou cela ne soient pas pénalisés. C'est toujours la même histoire, mais en l'occurrence, le fait qu'on ait repéré l'importance à certaines heures de la journée des gens qui viennent jouer, surtout des hommes d'ailleurs, qui viennent jouer, on n'a pas vu de pétanque. C'était quelque chose qui est important. Donc je pense que les artistes, ils ont aussi un rôle dans... Parce qu'ils regardent, Donc, ils voient des choses qui
mettent en forme d'une certaine façon au fur et à mesure et qui problématisent aussi, et qui rendent visible, qui ont un regard partageable. Attention, c'est ça, voilà. Il y a une chose partageable. Le regard est partageable. Il ne s'agit pas de vous faire voir les choses de tel ou tel point de vue, mais il s'agit justement de, à travers la pluralité des points de vue possibles, en sélectionner certains qui seraient plus partageables. Donc, je pense que c'était leur rôle, là. C'est pour ça qu'ils ont été convoqués, des collectifs artistes ont été convoqués, ont été sollicités pour justement faire des propositions d'activités qui seraient susceptibles de créer un véritable public pour ces classes. Et donc l'idée est que la classe, en fait, c'est très compliqué dans la réalité, puisque le plan de la classe ne changera pas, la classe va rester un gératoire. Simplement, il s'agit de diminuer la place de la voiture et de passer, sur la Bastille par exemple, de 8 voies à 2 voies. Bon. Mais le giratoire, le système giratoire, il n'est pas question d'y toucher. Et si vous dites, bon, déplaçons, avant on déplaçait les statues, Haussmann les faisait d'ailleurs, même avant, on a, par exemple, à la place de la République, il y avait la fontaine, ça s'appelait la place du Château d'Eau. La place du Château d'Eau, il y avait un magnifique ouvrage hydraulique qui s'appelle la fontaine des Lions de Nubie, et cette fontaine, elle est aujourd'hui à la Villette. Donc on déplaçait les structures, les statues. On peut les mettre ailleurs qu'en plein centre. Mais là, il n'en est pas question. C'est intéressant de constater ça. Les artistes, ils peuvent dire, écoutez, on pourrait peut-être réfléchir à déplacer ceci ou cela. On n'est pas obligé de le laisser en plein centre. Je suis Jeanne Dautré, professeure de philosophie à l'ENSA de Nancy. Alors, j'apprécie beaucoup votre analyse à la place de la République, mais C'était juste un exemple. Non, mais je ne la partage pas en tant qu'utilisatrice. J'aime beaucoup le regard que vous portez sur cette place. Personnellement, c'est aussi une place qui m'aimante, en fait. C'est-à-dire, je ne vis pas loin, je ne peux pas passer un jour sans y passer. Alors même que cette place ne me plaisait pas en tant que résultat visuel. Mais je trouve qu'elle a créé une dynamique de circulation qui est vraiment étonnante. Mais bon, pour faire un parenthèse, parce que c'est pas grave. C'est pas ce que je voulais dire. Par contre, je trouve intéressant, j'ai envie de rebondir en fait par rapport à votre analyse critique de la question de la vie des publics concernés. Effectivement, une question délicate, on a bien vu concernant aussi le réaménagement de tout l'espace du Forum Réal, toutes les polémiques sur le choix du public, etc. Et ce que je voudrais dire, c'est que je comprends parfaitement votre analyse du rôle de l'artiste, de sa compétence visuelle, mais je trouve qu'il y a un autre rôle qui est intéressant et qui permet de ne pas délégitimer le point de vue de tous ces gens qui disent voilà, moi j'ai une poussette, moi j'ai un vélo, moi j'ai ci, moi j'ai ça, le point de vue des individualités qui pensent à leur usage, on les consulte sur un lieu public, et ce point de vue qui est important, le point de vue synthétique, qui n'est pas celui de l'artiste, c'est celui par exemple du designer ou de l'architecte. Alors par exemple, je pense à quelqu'un comme François Gély, qui est designer, qui pratique ce qu'il appelle le design des espaces publics, et qui s'est en particulier occupé de la revalorisation de la cité de la recherche et du design de Saint-Étienne, et qui est parti sur le principe de consulter tout le monde, écouter tout le monde, tous les gens du quartier, c'est-à-dire aussi bien le commerçant qui a sa boucherie, sa maison en place, l'étudiant, le retraité qui est toujours là, l'ancien ouvrier qui travaillait là dans cette manufacture. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a construit un ensemble de scénarios. Il en a fait, donc chacun avait son petit cahier et à remplir. Et ils ont, avec son équipe, ils ont compilé les scénarios. Ils ont réussi à faire une sorte de typologie, parce que je crois qu'il y a eu 230, je crois, réponses. Et ce que je trouve chez ces. Je pense aussi en matière d'architecture, à ce que peut faire Patrick Bouchard, par exemple, qui est vraiment un défenseur des pratiques participatives, mais dans leur complexité, et non pas au sens réducteur que vous avez bien listé les différents types de pratiques. Et en fait, ce sont des gens, on se rend compte qu'ils arrivent à la fois à écouter les gens, à la fois écouter, prendre en compte cette singularité et faire autre chose que la simple somme de ces points de vue privés. Et j'avais une amie architecte qui me disait, tu vois, en architecture, c'est comme en psychanalyse.
C'est-à-dire, il faut écouter les gens, mais ce que tu vas faire au final, c'est pas ce qu'ils ont demandé. Sauf que quand tu leur montres ce que tu leur proposes, ils te disent c'est fou, c'est exactement ce que je voulais. Et c'est cette différence entre le désir exprimé et, par exemple, dans le cadre d'une relation client-architecte, le désir exprimé, le désir réel. Et dans le cadre des consultations collectives, je crois que c'est important de reconnaître la place de ces personnes qui savent entendre, qui savent construire une sorte de vision d'usage collectif à partir de tous ces points de vue entendus. Parce que ça permet à la fois de ne pas légitimer cette pratique, le fait d'écouter les gens, de leur demander ce qu'ils veulent, et en même temps de faire autre chose que tout simplement faire une sorte d'addition maladroite et finalement malvenue. Et ça, je vois bien dans l'école, je vois bien dans les collègues, dans ce milieu d'architecture et de design aujourd'hui, comment ces personnes s'emparent de cette dimension, cette question de la participation et de l'interaction pour développer vraiment des compétences. Des compétences en tant qu'architecte, en tant que designer, et tout ça, je trouve que le mot que vous avez proposé au début en disant le problème c'est quand on s'enferme dans une conception convenue de ce que c'est que la consultation d'un public, de ce que c'est qu'une participation, c'est-à-dire qu'on l'enferme dans un espace-temps où on voit bien que les gens n'ont pas le temps en fait, mais on la pense comme un dispositif et c'est le groupe qui va construire le dispositif dans lequel ensuite il va participer. Et je pense par exemple à Nancy, on a été associé au travail qu'a mené Patrick Bouchin sur Bataville. Donc Bataville étant cette ville qui s'est construite autour des usines Bata, la fabrication des chaussures Bata. Et puis le problème c'est que quand Bata a fermé, la ville est progressivement devenue une morte. Et en même temps avec des habitants, mais sans le cœur, c'est le cœur de cette ville. Et il se trouve un mécène audacieux, visionnaire, amoureux de ce jeu, a racheté les usines Bata et a demandé à Patrick Bouchin de mettre en œuvre un projet de renaissance, si on peut dire, des usines de Bata à Bataville. Et donc, Patrick Bouchin a monté un projet qu'il a appelé l'Université Forêt de Bataville, qui est vraiment un projet à long terme, qui a commencé il y a 2 ans et qu'on a à Nancy. Et c'était très impressionnant, c'était de voir la complexité du dispositif mis en œuvre pour commencer à entendre les habitants. Il ne s'agissait pas de distribuer des questionnaires aux gens, genre voilà ce que vous voulez dans cette usine, mais il s'agissait de mettre en œuvre tout un ensemble d'activités annexes, périphériques, dont j'ai pu entendre aussi des écoutes dans les projets qui ont été présentés dans le cadre de Bond, c'est savoir-faire des uns et des autres. Pour ne jamais aller directement au but de la question, mais commencer par monter d'autres activités, d'autres pratiques pour que déjà les gens viennent. Et ensuite, peut-être savoir quand est-ce qu'on va amener la question de fait qu'est-ce qu'on fait de ce moment. Et je crois que c'est vraiment une qualité, à mon avis, de ce qui se passe dans les pratiques participatives aujourd'hui. Oui, peut-être par opposition à ce qui se faisait il y a longtemps, de savoir qu'il y a ça. Non, oui, mais bien sûr, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je n'ai certainement pas donné l'impression que vous ne pouvez pas écouter les gens, mais je pense que non seulement l'idée d'écouter les gens est encore trop hiérarchique. Non, mon problème, c'est pas d'écouter les gens, c'est d'écouter, c'est que chacun ait une voix. Et en l'occurrence, je trouve que malgré tout, bon, c'est très clair chez Patrick Bouchin aujourd'hui, c'est moins le cas dans le passé, mais il reste quand même disons, à l'architecte, à l'urbaniste, aux décideurs, de coordonner tout ça. C'est-à-dire que pour moi, la formation, ça n'est pas seulement le fait de pouvoir énoncer un propos, enfin, ce qui est déjà en soi un problème. Moi, j'ai travaillé sur les procédures de délibération participative, c'est très problématique. Il y a des gens qui ne prendront jamais la parole. Si vous ne faites pas des cours de communication non violente, vous n'allez pas y arriver. Ces gens, ils ne parleront pas, si vous voulez. Donc c'est très compliqué, déjà rien de prendre la parole. C'est déjà quelque chose qui est compliqué. Et un public de 5 personnes. Donc déjà, en soi, c'est un problème. Mais par ailleurs, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que les gens, c'est l'idée d'empowerment qui est revenue, enfin, qui arrive
littérature grâce à Etaquet. Mais bon, c'est une vieille idée, c'est que les gens aussi peuvent très bien, les enfants sont dans la cour de l'école, décider des finalités de leur association. C'est pas quelqu'un d'extérieur au groupe qui dit ah ben quel chef, ah ben moi je vous ai tous entendus, maintenant je décide, je vais vous proposer une forme, vous allez tous vous reconnaître. Non, les enfants arrivent très bien à proposer des formes sans chef, d'une certaine façon. Et là, en l'occurrence, je crois que c'est plutôt là que la formation a un rôle à jouer. Moi j'ai la formation, bien sûr, la formation l'auto-formation, la formation tous azimuts, tout se forme. Mais Patrick Bouchard, il se forme aussi auprès des gens qui l'écoutent, en théorie. Patrick Bouchard ou d'autres, c'est-à-dire que effectivement, ce qui est important, c'est comme dans l'histoire de cette résidence qu'on a faite à la Chapelle-Fauché. Nous, on a été formés à toutes sortes de pratiques qui nous ont aussi influencés dans nos propositions même. C'est-à-dire que les propositions qu'on a faites étaient coordonnées aux possibilités même du lieu. Et c'était intéressant de voir comment chacun, de manière assez travaillé justement sur la coordination des propositions. Parce que celui qui s'est construit une palombière, son but n'était pas de nous faire construire des palombières, son but était de nous rendre conscients de l'importance de la chasse à la palombière dans cette région, pour que nos propositions ne soient pas déconnectées du lieu, mais entrent en résonance avec leur savoir-faire local. Et eux, en même temps, bon, ils sont, je sais pas, ils ont des cours d'ikebana, d'une certaine façon, peut-être que ça va avoir une influence, peut-être qu'ils vont dans leur palombière, j'en sais rien moi. Mais si vous voulez, l'idée est quand même peut-être plus exigeante. Dans la participation, il y a une exigence supplémentaire qui est que justement il n'y a pas de donneur d'ordre, où il n'y a pas de grand réconciliateur final, où il n'y a pas de chef autorisé, il n'y a pas de transcendance. Et donc, j'ai donné peut-être l'impression exactement contraire de celle que je voulais donner, à savoir que moi, je suis dans une horizontalité totale. Ce qui n'est pas le cas de dispositifs plus pyramidaux, je dirais, dont les dispositifs de la friche de la Belle de Mai, qui est quand même les derniers grands chantiers de la Bouchin. Ce n'est pas du tout un système horizontal. Pas du tout. Même s'il y a des fonctionnements horizontaux, la friche. Donc voilà, mais bien sûr que l'auto-formation existe, que la voix des gens existe, mais qu'il faut absolument prendre en compte. Mais moi, comment dire, je mets sur le même plan l'artiste, simplement, ce qui est important, et le chasseur, le chercheur de trucs à la bouche. Moi, je prends ces exemples parce qu'ils sont relativement récents. Mais maintenant, ce qui est important, c'est que l'artiste n'empêche pas le truffier de faire son travail et que le truffier n'empêche pas l'artiste de faire son travail. Après, il y a des spécificités, si vous voulez, individuelles et des spécificités d'activité. Donc, comment l'art peut-il se réaliser dans ce genre de cadre? Moi, je dirais que c'est un problème, ça aussi, mais au même titre que le problème du cultivateur. Là, mon dernier livre porte sur les agriculteurs, enfin l'agriculture. Enfin, tout le problème est là. Comment est-ce que les cultivateurs pris dans l'engrenage infernal de l'agriculture industrielle peuvent-ils faire leur travail alors qu'ils sont dépossédés de leurs moyens de production, des conditions de leur méthode, de leurs graines, du choix de la rotation de leurs semences, enfin, tout, ils sont totalement dépossédés. Donc c'est ça le problème, c'est chacun doit pouvoir faire son travail, mais évidemment en coordination avec ses autres. Bon, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je pense qu'on va pas prolonger trop parce que les gens voilà, donc est-ce qu'il y a vraiment une question qui brûle encore? Moi, ma question, c'était la différence entre participer et faire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens, quand ils on va vous donner un micro, et est-ce que la réponse peut être un peu plus concise? Non, ma question, c'était entre... Là, je me pose la question entre participer et faire. Je me disais, les gens qui agissent, ils font, ils ne se posent pas la question de participer ou pas. J'ai l'impression que quand on raisonne sur la participation, ça veut dire qu'on pose un regard extérieur à l'action. Oui, mais là, par contre, oui, tout à fait. Enfin, disons que
l'action, si on la distingue de l'agitation d'un côté et de la passivité de l'autre, alors effectivement, l'action est forcément une participation, de même que l'art est une participation. Mais il faut, enfin, je veux dire, l'intérêt de raisonner aussi bien au fait de participer comme au fait d'agir, qui n'est pas faire d'ailleurs, c'est que justement nous sommes dans des conditions aujourd'hui socio-culturelles, économiques qui nous empêchent d'agir, qui nous ont vraiment dépossédés de nos capacités d'action. Comme disait Arendt, agir c'est commencer quelque chose de nouveau. Qui peut commencer quelque chose de nouveau? Parce que commencer quelque chose de nouveau, ça veut dire non seulement voilà, commencer quelque chose de nouveau, mais que le groupe ou l'entité territoriale, quelle qu'elle soit, à laquelle vous proposez du nouveau, reconnaisse la part que vous apportez. Et là, cette reconnaissance, elle ne veut pas du tout de soi. On n'est pas du tout dans des... Alors, parce qu'on parlait des droits culturels ici, voilà, c'est ça les droits culturels. C'est comment des cultures minoritaires peuvent-elles accéder à la conscience et à la complétude d'elles-mêmes si on ne reconnaît pas la part qu'elles ont apportée à ce qu'on appelle notre histoire nationale. C'est un énorme problème en France. Alors que notre histoire est tout sauf linéaire et uniculturelle ou monoculturelle. Elle est faite de briquets de briques. On ne reconnaît pas la part apportée par les autres. C'est comme un enfant, si vous ne reconnaissez pas même le petit dessin qu'il a fait, le petit château de sable qu'il a construit, il ne va jamais se construire ce gamin. Il regarde. Vous dites oui, c'est beau. Ça, c'est la base, c'est un pour le main. Ça peut être très simple, ça peut être très sophistiqué, mais en fait, c'est quand même indispensable.